Pourquoi identifier des espèces plasmodiales dans nos contextes de nos jours, en zone endémique où sévit le paludisme, est devenu difficile? Pourquoi nos professionnels formés ont des difficultés à réaliser cette tâche de laboratoire, cet examen microscopique qui consiste au quotidien, n'est-ce pas, à poser ce diagnostic afin de continuer ce combat contre le paludisme? Comment tu peux avoir cette lacune et tu la gardes? Bientôt tu vas finir ta formation. Voilà 5 ans pour toi, déjà sur le terrain, mais tu as toujours des difficultés à identifier ces espèces. Au quotidien, c'est ciel étoilé, Plasmodium falciparum. Ciel étoilé, Plasmodium falciparum. Qu'est-ce qui te dit qu'il n'y a pas une autre espèce là-bas dedans? Arrêtons d'entretenir la médiocrité. Voilà donc une perspective qui fera l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Nous allons éveiller ta conscience sur le diagnostic microscopique du paludisme. Nous partageons des formations au quotidien pour vous. Pourquoi ne vous formez pas? Pourquoi vous ne voulez pas vous former? Au quotidien, vos formateurs en salle de classe, en formation, je ne sais pas quel niveau vous avez, qu'importe même votre niveau, vous devez vous former en permanence. Vous devez vous recycler en permanence. Si ton mentor sur le terrain n'est pas recyclé, il ne peut pas te transmettre ce qu'il a déjà oublié. Ok? Recyclez-vous, c'est important. Les contacts sont là si vous voulez nous rencontrer pour plus de formation. Ok? La documentation, c'est disponible. Nos forums, c'est un code d'accès gratuit. Qu'est-ce qui t'empêche de te mettre au travail? Et le pire, ce sont nos parents pour qui nous travaillons au quotidien. Nos enfants, nos frères, nos proches, des inconnus qui vont vous faire confiance au quotidien. Ils vont donner tout leur cœur. Quand ils viendront à l'hôpital, ils vont dire, ok, nous sommes là, on va nous sauver, mais est-ce que tu seras capable de sauver? Est-ce que tu es capable de poser ce diagnostic microscopique du paludisme en laboratoire comme un professionnel tout en respectant les recommandations de l'OMS? Est-ce que tu en es prêt? Avez-vous la capacité? Arrêtez d'entretenir la médiocrité dans les écoles de formation. Arrêtez d'entretenir la médiocrité dans vos formations sanitaires. Formez-vous maintenant ou alors vous allez choquer votre pourcentage. Le diagnostic microscopique du paludisme de nos jours, dans nos contextes où se vit le paludisme au quotidien, devient de plus en plus une tâche difficile, on pourrait le croire. De la même manière, le mode opératoire, les protocoles ou alors les posologies de traitement qui sont appliqués dans les formations sanitaires, des plus bas grades vers les plus hauts grades, rencontrent vraiment des circuits, des standards qui obéissent pour chaque formation sanitaire, on dirait, à une norme en vigueur. Mais alors, pourquoi est-ce que persistent toujours potentiellement des taux de réémission faibles? Pourquoi est-ce que les récidives ne font que persister? Que ce soit chez les enfants, les nouveau-nés, les adultes, voire même les personnes âgées. Et le pire, ce sont ces transfusions qui sont toujours liées à cette infestation, n'est-ce pas, due au plasmodie. Ici, pour le cas du paludisme, qui est une maladie qui ne cesse de tuer encore et encore nos populations. Ok? Face à cette difficulté, au quotidien, nous ne cessons de mettre en place, pour ceux-là qui travaillent en permanence, des protocoles, des standards, toujours en collaboration ou alors en corrélation avec les recommandations de l'OMS. Mais quel est donc le problème? Est-ce que nos professionnels sur le terrain respectent donc ces recommandations s'agissant du protocole diagnostique? On ne sait pas. Est-ce que nous respectons les posologies pour le traitement d'un paludisme? Dans un contexte où à tout bout de champ, on a des molécules pour se faire traiter, des génériques de toutes sortes. Où est donc la qualité dans ça? Est-ce que c'est contrôlé? Et je vais conclure ici avec quoi?
le diagnostic. Nous avons débuté une formation sur le diagnostic microscopique du paludisme, qui est une série très longue. Et aujourd'hui, dans cette séance, nous n'allons non pas nous attarder sur la posologie des traitements, mais dans cette première séance, on va se concentrer sur le protocole analytique du diagnostic microscopique et en l'occurrence sur l'identification des espèces plasmodiales, des espèces de plasmodium responsables du paludisme. Si tu es un étudiant, ça te concerne mon frère. Si tu es un professionnel sur le terrain, ok, ça te concerne également. Et pourquoi pas, tu peux recommander. Donc, l'identification des espèces plasmodiales pour le diagnostic microscopique du paludisme fera l'objet de cette séance. Donc, sois concentré, parce que dans cette séance, tu vas choquer un fort pourcentage de compétences. Si c'est la première fois que tu prends cette chaîne, je m'appelle Michael, je suis un passionné de sciences de la santé. Et sur cette chaîne, avec tant de collaborateurs, nous partageons notre passion pour la santé. Alors, si ta santé te passionne, qu'est-ce que tu attends pour nous rejoindre? Si tu veux, ne t'abonne pas. Scroll même s'il le faut. Mais c'est intéressant, abonne-toi, mets un pouce, mets en commentaire tes réactions. Si un jour on t'a déjà traité un paludisme et que après, tu rentres à la maison, tu as encore fait le paludisme, n'est-ce pas? Comme tu le dis toujours. Mets en commentaire. Si un jour on t'a transféré pour le paludisme, mets également en commentaire, ok? Et pour cette séance, je serai accompagné d'une collaboratrice très compétente. C'est avec elle que nous allons vous aider en vous donnant un mode opératoire très intéressant, ok? Pour l'identification de cette espèce plasmodiale-là. Ce n'est pas aussi simple que ça. Est-ce que tu comprends ça? Donc, attache-toi à ça, ça sera très intéressant. Et c'est avec Indira, ok? J'ai le plaisir de vous présenter Indira. Indira, qu'est-ce que tu as à dire? Bonsoir Michael, bonsoir les abonnés et bonsoir les étudiants. Je m'appelle Indira et je suis aussi une passionnée de médecine et surtout des maladies infectieuses, comme le paludisme, qui est le sujet de notre vidéo. Donc là, on va un peu parler de la spéciation, sur comment identifier les différentes espèces et en quoi ça peut nous aider dans notre milieu clinique ou dans le contexte clinique. Donc, je suis ravie d'être là et j'espère qu'on va bien s'entendre et vous allez gagner beaucoup de cette conversation. Donc, merci beaucoup. Ouais, ils vont forcément gagner. Ok. D'accord. Et pour vous là, la dédicace, c'est pour mon mentor, le nutritionniste. Les mentors là d'accompagnement là, vous attendez quoi pour venir instruire? Je vous attends. Ok? Voilà. Ok. Dans cette séance, nous allons faire la suite de notre protocole. Il y a de cela fort longtemps, nous avons débuté avec une formation sur le diagnostic microscopique du paludisme. Nous avons traversé les étapes de collecte d'échantillons. Ok? Nous avons réalisé les étapes analytiques, la confection des gouttes épaisses, la confection d'un frottis. Nous avons également montré le protocole pour réussir une bonne coloration au GMSA et également la coloration au Megrumval GMSA, s'agissant des frottis. Nous avons insisté sur la qualité du frottis que vous allez tirer également. Certes, nous ne sommes pas en hématologie, mais c'est important de garder de bonnes pratiques, ok? Toutes ces informations-là, d'ordre pratique et procédural, nous les avons abordées dans des formations antérieures. N'hésitez pas à les regarder. Si vous n'avez pas regardé depuis le début, je vous conseille d'aller regarder avant de continuer, ok? Bon, pour toi qui est à la ligne, c'est super. Donc, dans cette séance, nous allons procéder donc à la phase d'identification. Sauf que ça ne serait pas comme tu pensais là. Nous allons opter pour une séance non pas entièrement pratique, mais nous avons opté pour une séance éducative d'échange d'informations parce que c'est une étape très délicate et ça nécessite vraiment de bonnes bases, vous comprenez, de bonnes bases théoriques et
cette base théorique-là doit être compensée avec une très bonne base pratique, s'agissant de la lecture. Ok? Si vous n'avez jamais fait cette lecture-là au microscope, c'est pas bon. Vous comprenez ça? Donc, nous avons besoin d'une bonne base théorique et une bonne base pratique. Et pour ce faire, je serai accompagné, n'est-ce pas, d'une collaboratrice de haut grade, n'est-ce pas? On aura le temps de la présenter, ok? Elle est juste là derrière moi. Ne vous souciez pas d'elle pour moi, ok? Écoute-moi d'abord, parce que si tu ne comprends pas les bases de cette séance-ci là, zap. Et les mauvais étudiants, ne restez pas là. Moi, je veux rester avec ceux-là qui maintiennent la compétence dans leur quotidien. Okay? Je ne veux pas les étudiants têtus là. Traversez, zappez ça. Scrollez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Et les liens d'informations antérieures vont s'afficher là, soit de ce côté ou de l'autre côté. Donc, n'hésitez pas à aller regarder d'abord avant de continuer. Vous comprenez ça? Donc, dans cette séance, nous allons échanger sur des points clés qui vont vous orienter au quotidien pour cette étape-là. Ok? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Pour réussir cette phase d'identification des stades de développement d'une espèce plasmodiale s'agissant de l'infestation au plasmodium, vous devez être capable de spécifier l'espèce identifiée et arrêter de dire au quotidien c'est juste ciel étoilé à Plasmodium falciparum. Ok? Nous proposons pour cette fois d'évoluer en réussissant une étape d'identification. Bon, maintenant pour les bruits là, ok, nous sommes en formation, nous sommes à l'hôpital. Donc, vous allez m'excuser pour ça. De toutes les façons, si tu veux m'excuser, tu zappes. Mais si tu restes jusqu'à la fin, crois-moi, tu vas gagner fort. Et une chose est sûre, la compétence va évoluer. Ok? Voilà. Donc, tiens-toi bien, assieds-toi bien, prends un stylo parce que tu vas noter, mon frère. Si tu n'as pas encore eu à exercer, tu vas noter. Si tu n'as pas de stylo avec un bon calepin, un bloc-notes là, mon gars, ou ma soeur, franchement, va chercher ton bloc-notes, ok? Là, ça va être très intéressant et ça sera fort. Une perspective que vous devez comprendre, c'est la partie où le professionnel de la santé, le spécialiste, le biologiste pour notre cas, nos cas, ok, nous devons être humbles devant l'esprit critique. Et dans cette série, dans cette intervention pour l'identification des espèces plasmodiales, des plasmodies, ok, nous allons utiliser beaucoup de termes. Donc, il est possible que il y ait peut-être des confusions ou alors un terme qu'on ait dit à la place d'un autre. Vous pouvez mettre ça en ajout en commentaire. Ça, c'est à l'attention des SP, de ceux-là qui dorment dans le paludisme, par exemple. Ok? Ça, c'est pour vous. Ils vous attrapent directement. Parce qu'avant de continuer là, ajoute directement en commentaire comme on est ouvert, ok? Nous sommes ouverts. Il y a des compléments, des suggestions, des critiques. Vous mettez en commentaire. N'oublions pas que l'élan ici, c'est pour aider nos cadets. Ils rencontrent ces difficultés au quotidien. Quand ils sortent là, pour la plupart, ils disent que je peux faire le diagnostic. Quand on demande, vous pouvez faire le diagnostic microscopique, ils disent oui. Je peux faire. Sauf que la vérité, c'est quoi? C'est le ciel étoilé. Vous voyez? Donc, on le fait pour eux. Donc, ça, c'est pour eux. Ça ne sait pas si tu as une perception à dire par rapport à ça. Donc, c'est important d'éclaircir pour les. Ça peut tomber, la formation peut tomber sur d'autres professionnels aguerris, encore avec plus d'expérience sur la recherche par rapport à nous, pour ajouter ou alors recommander vos liens peut-être en commentaire pour aider encore davantage. C'est ça, non? C'est important. Est-ce que tu peux encore ajouter quelque chose avant qu'on ne commence? Moi, je me dis que j'ai tout dit. Donc, c'est ça, les amis. Mettez en commentaire des suggestions, des améliorations avant qu'on entre en profondeur, ok? Voilà. Ça va être très intense. Donc, les amis, on va débuter la séance, ok? La capsule
d'identification des espèces plasmodiales. Bon. Les espèces de plasmodie. Pour le cas ici du paludisme. Vous devez être capable, à la fin de cette séance, vraiment d'avoir au moins ces bases. Vous devez avoir un standard. Ils doivent avoir un standard. Parce que s'ils n'ont pas le standard, après ça, il faut abandonner. Parce que nous allons vraiment donner ce qui n'est pas donné dans la plupart des protocoles là. Soyez-en sûrs, on va donner vraiment ce qui n'est même pas donné. On va essayer vraiment d'entrer en profondeur pour que vous ayez le max. Ok? Ok? Et on va suivre un calme. Donc, prends ton calepin. Je suis avec Indira. Bon, avant qu'on ne commence, pour l'identification des espèces de plasmodies ici, là, est-ce qu'il y a un petit conseil que tu dois donner à tes étudiants avant qu'on y débute? Parce que parfois, il y a une routine là que j'ai l'habitude de donner. Peut-être des conseils pour alors ta routine. Le plus souvent, ils abandonnent quand ça devient difficile. Tu vois. Quand ça devient difficile, ils abandonnent. Donc, je veux que tu donnes quelque chose. Un petit conseil quand même. Une sorte de motivation. Pour qu'ils arrêtent d'abandonner. Pour qu'ils puissent s'en sortir dans cette histoire. Dans cette histoire. Ouais, parce que moi, je pense qu'il doit avoir un calepin, mais est-ce qu'il doit avoir quelque chose d'autre? Bon, je crois que c'est suffisant. Mais ce que je voudrais dire, c'est que dans la lecture et cette spéciation ou identification des différentes espèces, il faut être très patient. Et parce que parfois, lorsqu'on passe à travers 2-3 champs, on est déjà fatigué et on n'a pas vu des parasites, bon, c'est la fin. Et pourtant, c'est un processus qui devrait prendre toute notre attention, on devrait être concentré. Et c'est pareil pour le frottis. Parce que là, quand on est sur un frottis, on ne trouve pas directement le parasite. Bon, c'est pas dans tous les cas, mais parfois on ne trouve pas directement le parasite. Donc il faut vraiment chercher, aller pas à pas, échanger, tout ça. Donc je trouve qu'il faut de la patience et oui, je trouve que c'est suffisant. Avec déjà votre background, je crois que ça va aller. Et il doit mettre des planches à côté. Des planches. Bon, je trouve quand même que bon, on ne peut pas tout connaître, hein, parce que parfois, tu peux regarder quelque chose à travers un microscope, mais là, tu n'arrives pas vraiment à faire la distinction entre 2 ou 3 parasites. Parfois, les planches sont toujours nécessaires, mais je trouve que si vous étudiez vos planches et vous suivez vraiment ce qu'on fait ici, ça va pas être très nécessaire ou bien pas une très grande fréquence. Voilà. Ok, super. Vous allez noter les gars. Et aussi, j'aimerais dire que pour la spéciation, ça commence d'abord par un bon frottis. Si on n'a pas de bon frottis, là, on a déjà perdu d'avance. Ouais, c'est bon. La qualité du frottis, les gars. Donc, avec un frottis, il faudrait que ce soit vraiment fin. Parce qu'on dit en anglais, thin film. Donc, c'est vraiment fin. Et c'est pour ça qu'à cet endroit, les bulles sont vraiment très loin les unes des autres et c'est facile de vraiment recouper ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, les gars, la patience. Donc, soyez patients pour cette séance. Ça va être très long. Si tu es paresseux, tu bouges. Ok? Tu bouges, mon frère. Ok. Maintenant, pour la suite, il faut que tu te présentes bien. Et tu partages également ta passion. Parce que moi, ils me connaissent déjà. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Michael, ok? C'est Michael. Et vous savez que je suis un fou passionné de biologie médicale. Vous le savez. Oui. La biologie médicale, ça me rend fou. Ça me rend carrément fou, ok? Et ici, là, c'est la biologie médicale, c'est les conseils santé. Ok? Et avec d'autres professionnels, ça augmente encore ce charisme-là. Vous voyez? Donc ne restez pas souvent seul là. Il faut partager. Ne gardez pas le savoir. Ok? Oui. Ça, c'est tout moi, Michael. Je vous partage le savoir au quotidien. Et il dira, qu'est-ce qui est en tout toi? Faut que tu te présentes encore. Je me présente encore. Oui. Sinon, t'as bien compris. Je ne sais pas quelle autre tu vas présenter, mais bon. Ok, bonsoir à tous. Je m'appelle Indira et je suis passionnée de la médecine, surtout de la biologie moléculaire et plus précisément des maladies infectieuses telles que le paludisme. J'aime beaucoup la biologie moléculaire parce que je trouve que c'est un axe dans la médecine qui est très incroyable et c'est très passionnant.
Je trouve que c'est à partir de là qu'on trouve beaucoup de choses. Déjà qu'ici, ça ce sont des trucs de routine, mais après la routine, il y a des trucs beaucoup plus spécifiques qui nous permettent de vraiment contextualiser beaucoup de choses. Donc, il y a la biologie moléculaire, et il n'y a pas trop à savoir sur moi, je suis là. Je sais pas trop. Ok, super. Et bon, aujourd'hui, on va parler de la spéciation microscopique des plasmodies. Et bon, s'il y a des étudiants anglophones, il n'y a pas de souci. J'espère que vous comprenez ce qu'on dit. On peut changer à tout moment. So you're highly welcome, and I hope that you can get the best out of this video. And I hope that it can really help you in your day-to-day routine and everything. So you're highly welcome, and I hope that you stay with us till the end. Thank you. Good, super. Bon. Ok, donc on va commencer. Pour commencer, avant de présenter des images illustratives, okay, on doit d'abord donner les bases des critères d'identification. J'ai essayé, à mon niveau, de répertorier quelques critères qu'ils doivent utiliser, et que j'utilise aussi. Il sera question ici que, avec un niveau d'expertise, on améliore ces critères. Ok, celles qui vont manquer, on va les ajuster. Tu vois un peu l'approche. Parce que là maintenant, pour identifier ces plasmodies, on doit d'abord se situer. Il faut qu'on se situe. Parce que l'identification de base, c'est dans le protéine. Ok, à la base. Bon, ça c'est dans l'identification microscopique de préférence. Voilà, c'est parce que si il y a les niveaux d'inspection, on a le microscopique, on a le moléculaire. Ok. Donc, ici, on est microscopique. Et comme critère d'identification qu'il faut même maîtriser avant de commencer à l'étude. J'ai ici là, on a 6 critères dans notre protéine. Nous commençons de préférence dans le protéine, non? Est-ce qu'on a fait le goût d'épaisse? Non, on va faire dans le protéine. Le goût d'épaisse, la goutte d'épaisse, c'est pour l'aspect parasitaire de préférence. Et puis le protéine pour l'identification de l'espèce. Okay. Donc, en 1, il y a la forme du globule rouge, la taille du globule rouge, la pigmentation du globule rouge, une, les granulations qui peuvent être présentes dans le globule rouge, les granulations du propre plasmodie, avec du plasmodium en question, et le stade de développement. Donc, qu'est-ce que tu parles? On va ajouter ici là, avec ton expertise. Ça, on est dans le protéine. C'est important qu'il soit noté. On est dans le protéine. On commence l'identification des stades, n'est-ce pas, de développement du paludisme. On est dans le protéine. Ok. Et j'ai donné ici 6, la forme du globule rouge. C'est important de prendre en tête cette forme de phare. Et pourquoi même il faut ces critères d'identification-là? C'est vraiment obligatoire. Ouais. C'est très important parce que dans la routine, comme il disait tout à l'heure, on dit palu égale falciforme, palu égale falciforme. Mais normalement, on devrait identifier les différents types de plasmodium. Parce que ces différents types nous renseignent sur comment traiter le patient. Ça nous renseigne sur même le degré d'infection et également sur le stade de développement. Par exemple, une personne qui a des gamétocytes est différente d'une personne qui a uniquement des trophozoïdes. Donc, ça nous permet aussi d'identifier le traitement qui est le plus approprié. Et aussi, en identifiant les différents parasites ou bien les différentes espèces, ça nous aide pour pouvoir savoir présentement dans notre pays ou bien dans un cadre bien précis, quel est le type de parasite qui est en circulation et quel est l'impact de ces parasites peut-être sur la santé et tout ça. Et ça nous permet aussi de pouvoir identifier ceux qui viennent d'ailleurs. Par exemple, prenons un pays A qui n'a pas peut-être l'espèce B. Et si on retrouve l'espèce B dans ce pays, on peut commencer à se poser des questions. Est-ce une espèce importée ou bien c'est une espèce qui a commencé à grandir dans cet endroit? Donc ça nous permet ça aide aussi dans la stratégie et tout. Et le contrôle du paludisme. Ah ouais. Surtout même que l'OMS recommande ces critères dans leur standard en raison du lieu où se trouve le parasite. N'oublions pas les gars qu'on veut identifier notre parasite.
Et dans le frottis, le gars est où? Il est le plus souvent à l'intérieur du globule rouge. Vous comprenez? D'où ce critère de forme du globule rouge, ou taille du globule rouge. En fait, c'est même centré sur le globule rouge. Parce qu'on parle de chercher dans ce globule rouge. Et c'est justement pour ça qu'avec la GE, il y a beaucoup de pays, il y a des personnes qui peuvent identifier le parasite à partir de la GE. Ouais. Mais là, ce n'est pas c'est pas très fin parce que déjà dans la GE, on a écrasé les hématies. Donc, on ne peut pas vraiment parler de la forme du globule rouge, de sa couleur, je sais pas trop. Donc, ça, c'est un peu limité. Et c'est pour ça qu'on va dans le frottis, où on est capable de voir à quoi ressemble le globule rouge, de voir à quoi ressemble le parasite dans ce globule rouge, ce qui peut nous aider à identifier l'espèce. Super. Donc, on va ajouter quoi sur ces critères? C'est bon, on va bloquer ça. Donc, la forme du globule rouge. Donc, une fois le globule rouge parasité, sa forme va changer. Il faut noter, mon frère. Note. C'est ultra important. Donc, on est dans les critères d'identification dans le frottis sanguin. La forme du globule rouge, la taille du globule rouge peut changer, dépendamment du type d'espèce qui a infecté le globule rouge. Ok? Donc, on reste là. Maintenant, la pigmentation du globule rouge. Ça peut être un critère à, oui, c'est toujours un étude qu'on pourra plus tard voir les critères phares. Parce que sachez que après, ne vous inquiétez pas, beaucoup d'informations vont survoler ici. Alors on va parler de beaucoup de choses, mais nous allons prendre la peine pour chaque espèce de donner le critère phare d'identification à forte certitude. Tandis que d'autres seront des critères d'identification présomptifs. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que l'un, on va te dire, quand tu vois ça, non, ne t'inquiète pas, ça c'est telle espèce. Si tu vois celui-là, c'est telle espèce. Mais si tu vois le critère ici, non, il faut encore davantage chercher. Ou alors, mettre provisoire, ou alors demander d'autres éléments supplémentaires. Peut-être des tests moléculaires pour conclure. Ok. Donc, la pigmentation du globule rouge. Le globule rouge peut avoir une pigmentation. C'est que on a beaucoup parlé par rapport à ça. Bon. Comment tu trouves ces critères de pigmentation du globule rouge? Bon, pour la pigmentation du globule rouge, je ne trouve pas que c'est un critère phare dans l'identification. Parce que parfois, même les cellules parasitées ne vont pas montrer une coloration différente des autres cellules environnantes. Mais, bon, parfois il y a aussi ça, mais je trouve pas que c'était un truc phare, comme je disais. Donc, je préférais utiliser d'autres critères dans l'identification que... Donc, a priori, déjà ici, vous retenez déjà que cette pigmentation du globule rouge ne doit pas être utilisée comme un critère phare, un critère primordial d'identification. Vous comprenez ça? Donc, vous notez quand même ça, ok? Parce que cette pigmentation on va remarquer ça dans certains stades. C'est un stade où on verra un changement, n'est-ce pas? Et cette coloration. Quand on dit, est-ce que vous comprenez pigmentation? Ok? Les images illustratives vont s'afficher à l'écran, donc n'hésitez pas à regarder pour avoir une meilleure appréciation. Si vous n'avez pas les planches à côté de vous, ok? Celui qui a des planches, vous pouvez ouvrir ça. Sinon, c'est pas grave, ok? On va mettre des images illustratives, ne vous inquiétez pas. Et puis, les granulations du globule rouge. Les granulations à l'intérieur sur le plasma du globule rouge. Oui. Voilà, ok, super. Et également, des granules qu'on peut observer à l'intérieur de la structure particulière du plasmodium. Ça peut être le cytoplasme du plasmodium. Ça peut être, oui, dépendamment du stade, dans un gamétocyte, vous voyez, ou tout autre stade, on peut voir des granules à l'intérieur là. Ok? Ces granules là, on va éventuellement les utiliser pour identifier. On peut laisser ce critère, même s'il n'est pas forcément des certitudes. Donc il est dans la même classe que la pigmentation. Bon, je trouve pas. Sachez que ces granules là, vous devez les différencier des granules qu'on observe avec une mauvaise coloration, avec les réactifs qui n'ont pas été bien traités avant la coloration, les artefacts, les nuages, les globules rouges, ou alors les granulations des éosinophiles là, qui peuvent être mélangés là. Ça c'est quand ça va dans les gouttes épaisses. Donc, on va y arriver. Ok. Et enfin, le stade de développement de l'espèce,
qu'on peut observer à l'intérieur du globule rouge. Est-ce que vous comprenez ça? Notez, ok, je vais également afficher à l'écran les critères au fur et à mesure. Donc, ce stade, on a noté ça, ok. Ça peut être un gamétocyte à l'intérieur du globule rouge, ça peut être un trophozoïde à l'intérieur du globule rouge, ou encore quoi? Gamétocyte, trophozoïde, les schizontes. Ok, oui, les schizontes. Donc, on a ici 6 critères. On a 6 critères d'inscription. Qu'est-ce que j'ai oublié? Si on a oublié, il faut mettre un commentaire. Ok. Je pense que tout est là. Sinon, au fur et à mesure, on peut revenir quelque part. Donc, voilà donc les critères que vous allez utiliser pour identifier les espèces au quotidien. Ce n'est pas que vous avez juste la taille. Aucunement, vous devez utiliser un seul critère pour poser votre diagnostic d'identification. Juste la forme, non. Juste la taille, non. Ça sera toujours l'ensemble de ces critères-là associés aux critères, n'est-ce pas, des certitudes, des critères phares qu'on va conclure sur l'espèce. Et notez également que il y a de forts pourcentages que ça soit difficile à conclure. Ça peut arriver. Faut pas trop vous inquiéter. C'est tout à fait normal. Vu que l'évolution, à l'instant où on prélève, on peut pas savoir exactement à quel stade le parasite se trouve, à quel stade d'évolution, encore que le traitement qu'on cache, qu'on ne nous dit pas. Voilà. Oui. Parce que quand on commence à traiter, si on traite mal, ça peut biaiser des choses. Ok, on commence alors. Nous allons commencer avec PF. On travaille avec PF. Ok. Donc on va commencer avec l'identification. Comment dire que ici j'ai affaire à Plasmodium falciparum? Donc on va pas dire que le temps Plasmodium falciparum c'est trop long. Bon, c'est moche pour moi qui dis souvent que on va dire PF. Mais sinon PF c'est Plasmodium falciparum. Ok? Donc, dans le footing, on va commencer encore avec les Je trouve que j'ai mis de partir avec les critères. Les critères. Donc, chaque critère et on associe à l'espèce. Ok, super. Donc, super. Donc, à chaque critère, on va associer à l'espèce. Ok? Oui. Super. Donc, on commence avec PF. On commence avec. Bon. Le critère, on prend un critère et on associe à une espèce. Oui, on prend un critère et on parle de différentes espèces. Comment ce critère change? Ah, selon l'espèce. Ok, super. Donc, j'ai bien. D'accord. Donc, la forme du globule rouge. Ah. Bon, avec la forme du globule rouge, d'abord, il faut préciser qu'ici, nous sommes en train de parler de 4 espèces. Nous avons P. falciparum, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae et Plasmodium vivax. Et en ce qui concerne, bon, il y a quand même des différences qui vont être associées à une ou deux espèces, tout ça. Et c'est justement pour ça qu'il faut associer plusieurs critères pour pouvoir faire la distinction. Maintenant, en ce qui concerne la taille du globule rouge, d'abord pour PF va attaquer les globules rouges qui sont normales, dans les normocytes. Je vais dire ça c'est la taille normale du globule rouge. Et on peut l'identifier en regardant tout autour du champ. Parce que dans ce champ-là, on peut déjà identifier quelle peut être la norme en termes de grosseur du globule rouge. Et la norme, ça ne va pas être pareil partout. Dans un autre endroit, avec un autre échantillon, on peut avoir des cellules beaucoup plus grosses et tout ça. Donc, en ce qui concerne la taille, Plasmodium falciparum, on va s'attaquer à des cellules normales. Les gars, notez, il faut noter, les gars. Ça, c'est généralement. Bon, ce n'est pas qui s'attaque seulement à ça, c'est généralement. Et PM s'attaque à des cellules vieilles, et ces cellules sont généralement plus petites. Donc, avec le temps, plus le globule rouge est vieux, plus il rétrécit. Et P. malariae s'attaque généralement aux cellules beaucoup plus vieilles, c'est-à-dire des cellules petites. Mais ceci n'exclut pas le fait que ça peut tout s'attaquer à des lymphocytes. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'on prend pas ces critères. Et maintenant, pour Plasmodium ovale et Plasmodium vivax, on va observer que ces deux parasites sont généralement dans des cellules beaucoup plus grosses. Et Plasmodium ovale, par exemple, s'attaque à des nouvelles cellules qui sont beaucoup plus larges. Et en termes de taille encore, P. ovale a des cellules beaucoup plus petites que P. vivax. Donc, si on appelle P. ovale cellule large,
on prend P valvax beaucoup plus large. Donc, je crois que déjà avec ça, c'est déjà une première ligne d'identification ou bien de différenciation. Au niveau de la forme. Oui. Ok. Est-ce que, les gars, il faut noter. Notez bien. Et les images illustratives sont là. Vous pouvez également avoir votre planche. Si vous n'avez pas une planche, allez en commentaire ou alors rejoignez depuis les liens dans la description de la chaîne. Vous allez voir le lien, vous rejoignez le forum, vous allez télécharger toutes les planches. Ok? Mais si vous voulez notre planche de synthèse, c'est pas gratuit les gars. Oui, c'est pas gratuit. Ok? Pour ceux qui veulent la planche de synthèse là, non, vous allez en commentaire et puis vous notez ça. Vous notez par mail, ok? Il y a le mail pour commander la planche de synthèse. Ok? Donc là, ça c'est la forme. Et on va faire un résumé en plus. Ouais, bon. Oui. Bon, comme ce n'est pas un critère phare d'application, mais c'est important qu'ils le sachent. Oui, parce que... Oui. Au fur et à mesure que vous êtes en train, on a d'identifier, il faut veiller à tout ça. Donc, vous devez noter au fur et à mesure, et à la fin, on synthétise ça. Ok. Et si vous ne notez pas, si tu dis que tu vas juste écouter, c'est mort. On ne peut pas rester, frère. On ne peut pas rester. Ça va sauter. Et on est dans le footing. C'est important. Dans le footing. Donc, cette forme-là peut varier selon l'espèce. Oui, la taille. C'est vrai que si je tombe dans un frottis, j'observe que les normocytes sont peut-être de cette taille. Et j'observe déjà des grosses cellules parasitées. Là, je commence à dire que pourquoi il y a cette différence? Et je commence à penser, est-ce que c'est P valvax? Est-ce que c'est P ovale? Donc, avec une macrocytose, parce que vous savez, il peut y avoir des microcytoses, des macrocytoses, ok? Bon, ça peut être des débutants, c'est pas grave, hein? Macrocytes, les gros globules rouges. Microcytes, les petits globules rouges, ok? Donc, vous devez avoir un œil sur la structure, la morphologie du globule rouge, en tant qu'en fait, c'est de quoi on parle, ok? D'accord. Nous avons achevé avec le critère de taille du globule rouge. Si j'ai parlé de forme, c'est pas grave, ok? Corrigez juste. Sinon, nous avons achevé avec la taille tout à l'heure. Maintenant, nous commençons avec la forme. Nous poursuivons avec la forme. Alors, il dira, on aborde la forme du globule rouge à la de l'application. Voilà. La forme du globule rouge est un élément très important dans l'identification des différentes espèces de plasmodium. Déjà parce qu'il y a certains de ces parasites, bien de ces espèces qui vont carrément déformer le globule rouge. Et à partir de cela, on peut commencer à dire peut-être que cette infection est d'origine PF, PO, PV, tout ça. Et en ce qui concerne la forme, on a constaté que PM garde souvent sa forme. Donc, des cellules normales. Il n'y a pas d'autres. Maintenant, en ce qui concerne PF, PF peut soit être normal ou bien présenter des crénations sur les bords. Exact. Voilà. Et avec ces crénations-là, bon, il y a une forme qui présente aussi des crénations, mais là, on va encore rentrer sur la taille du parasite parce que ça va également nous aider même dans ce critère. Et en ce qui concerne PO montre aussi des crénations, mais c'est plus dans les extrémités. Super. Parce qu'il faut noter que le nom PO d'abord vient de la forme, qui est la forme ovale. Donc déjà avec l'ovale là, les bouts sont un peu crénelés. Donc ça c'est aussi une caractéristique de PO. Bon, PO peut également avoir des cellules très normales. C'est juste que bon, ça c'est un caractère particulier. Et en ce qui concerne PV, il faut noter ici que PV va complètement déformer le globule rouge. Pas dans tous les cas, mais généralement, il déforme complètement le globule rouge. Le globule rouge perd sa forme, il devient plus élargi, et là, on peut commencer à penser à PV. Donc, en ce qui concerne la forme, ce sont les... Super. Donc, si on s'en tient à la forme, oui. Cette forme du globule rouge là, qu'est-ce que vous devez comprendre sur cette forme-là? On a parlé des crénations. Ces projections-là sur le globule rouge. Pour ceux qui ont fait un peu d'hématologie, il y a ce qu'on appelle les échinocytes et les acanthocytes. Okay? Ça entre toujours dans la description morphologique du globule rouge. C'est dans ça qu'on y est, les gars.
Ok? Donc, dans les échinocytes, cette projection irrégulière à la surface des globules rouges, n'est-ce pas? Une projection comme des épines, épineuses à la surface des globules irrégulières, pointues pour le cas de l'échinocyte. Donc, cette projection, n'est-ce pas, crénelée pointue à la surface du globule rouge, qui va se référer à quelle espèce là? APF. Vous voyez donc, est-ce qu'on peut dire que ça peut être plus ou moins phare? Donc, on regarde ça dans les conjonctifs, c'est toujours, ça peut être phare? C'est un élément phare, surtout que, bon, parce qu'ici j'ai parlé de deux types de crénation. Bon, deux espèces qui montraient la crénation. Ouais. Dans le cas de PF, le crénocyte, c'est tout autour. Oui, c'est tout autour. Oui, généralement. Parce qu'ici, je ne veux pas dire c'est complètement comme ça, mais c'est généralement, parce que parfois on peut aussi avoir des cellules très normales. Oui, et dans le cas de PO, comme je disais, avec la forme ovale, on a ça juste aux deux extrémités là. Aux extrémités. Oui, parfois, ou bien une seule extrémité, mais pas vraiment tout autour. Voilà. Et retenez que c'est pointu. Oui. Comme les échinocytes là. Voilà ce que vous devez observer. C'est très important, les deux critères. L'ovalocyte et le PF. Ouais. La forme ovale là pour PF. Ok. PO. Autant pour moi. PO. Ok. Désolé, ça n'a pas arrivé que pour PO. Vous comprenez ça là. Voilà, c'est important. Voilà donc par là le début de la présentation des critères phares de diagnostic de certitude. Et la colonne standard, dans tout ce que vous avez mis pour collecter les informations, mettez ça dans le standard de chaque espèce. Parce qu'à la fin, vous devez être capable de dire, ok, quand je suis au microscope, si j'ai tel critère, je peux l'associer directement à telle espèce. Vous voyez? Voilà. Donc, et pour PM, malarié. Pour PM, comme je disais, ce sont des monocytes. Ils ne déforment pas vraiment la cellule. La cellule aussi normale et généralement plus petite. Ok. Voilà. C'est clair, les gars. Oui. Ça, c'est la forme. Et maintenant, pour PM. Et maintenant, PV, on finit cette session avec PV. PV a quelle particularité? Pour que ce soit très bien clair. Tout à l'heure, j'ai parlé de PV où il y a une déformation. Mais je le répète encore, ce n'est pas dans tous les cas. On peut avoir une cellule très normale, bon, large, mais qui n'est pas vraiment déformée. Ça peut toujours être PV. Mais là, c'est justement pour ça qu'on dit, on ne va pas s'attarder sur une seule caractéristique. On va commencer à dire, bon, si on associe le critère de la largeur de la cellule, ou bien avec le critère de déformation, avec qu'est-ce que ça peut nous donner? Tout à fait. Donc, soyez concentrés quand même. Et là, mais du moins, il faut déjà nous tout. Donc, peut-être au début, après qu'on ait vu une forme ou une taille, on peut ne pas avoir la certitude. C'est ce que vous devez retenir. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer, en connectant les autres critères, on pourrait potentiellement trouver des éléments de corrélation avec toutes ces formes-là. Au début, tu peux voir une forme large, mais tu ne sais pas encore, tu peux pas conclure, là tout de suite. Mais tu notes. Ok. Donc, on va prolonger avec un autre critère. Ok les gars, le critère de forme de globule rouge, puis l'identification des formes de plasmodies, sélection du plasmodium. Vous avez compris, ok? Nous avons achevé les amis avec le critère de forme. La forme du globule rouge dans un fœtus sanguin, ceci dans l'orientation d'une identification d'espèces plasmodiales. Maintenant, on passe à, on fait d'abord les granulations qui peuvent être produites dans le globule rouge en raison de la présence du parasite. On part directement au stade de développement. On commence avec les granulations. Okay. Donc, on va passer maintenant aux granulations que vous pouvez éventuellement observer quand vous êtes en train de collecter vos critères d'identification. Quand vous faites cette lecture-là, ok? Oui. Et qu'est-ce qu'on en dit à ces granulations? Voilà, en ce qui concerne les granulations, ça c'est un élément clé dans l'identification des parasites Plasmodium. Et plus précisément pour Plasmodium ovale, Plasmodium vivax et Plasmodium falciparum. Donc généralement on a identifié que
PM, généralement, n'a pas de granules. Donc, quand dans ta lame, dès que tu vois des petits trucs, des petits globules rouges, avec un parasite normal, je sais pas trop, là, on peut déjà penser à PM. Mais en ce qui concerne PV, par exemple, PO et PF, ils montrent des granules, des granulations qui sont différentes et qui peuvent nous aider dans l'identification. Dans le cas de PF a des granules qui sont larges. Donc, ça a des larges granules. Et c'est généralement coloré en rouge. Il est beaucoup plus foncé. Oh, oui, dépendamment de la qualité de la coloration, mon frère. Tu peux avoir du rouge orangé, rouge rose, rose orangé. Donc, c'est vraiment rouge, oui. Et les granules sont grosses. Et en petit nombre. Donc, on peut même compter. C'est pas trop. Donc, ça, c'est la particularité de PF. Et on les appelle les memory dots. Et en ce qui concerne PV, bon, je commence par PO. En ce qui concerne PO a également des granulations, mais qui sont très fines et en large nombre. Ok, super. Donc là, on peut déjà... Mais là, c'est un peu difficile parce que PV également, ça ressemble, Donc, ça veut dire que ça peut être intéressant quand on va commencer à l'associer à autre critère. Oui. Mais il faut noter ça. Vous devez faire attention à ça. Parce qu'un globule rouge normal n'a pas de granulation à l'intérieur de son cytoplasme. Ok. Oui. Déjà, est-ce que vous connaissez même déjà à quoi ressemble un globule rouge? Bon, je suppose que tu connais. Je suppose. Parce qu'il y a eu des étudiants qui m'ont demandé comment identifier le globule rouge pendant l'analyse microscopique des examens de 5 ans. Je me suis posé des questions. Parce que pour une personne qui est allée voir, que ce soit en hématologie, le plus souvent en ligne, mais ça c'est la forme là, avec la déposition centrale là, qui va créer, n'est-ce pas, un halo clair au centre du globule rouge, d'un diamètre précis, qui ne doit pas être supérieur au diamètre de la partie colorée du globule rouge. Faites attention les amis, faites attention, ok? Donc quelqu'un qui n'a pas vu, suit dans le globule rouge là-bas, il est fort probable qu'il s'est discuté. C'est possible, ok les amis? Donc... Voilà. Et en ce qui concerne PV a également ces granulations qui ressemblent aux granulations de PO, mais ces granulations ne sont pas si fines que ça. Ouais. Si on vraiment fait une comparaison avec PO. Et ils sont nombreux, mais pas comme PO. D'accord. Donc, ça, c'est aussi un point qui rapproche PO du PV. Ouais. Donc, tout à l'heure, on a parlé de la taille, et là, on parle des granulations, c'est un peu semblable. Ouais. Et là, on les appelle les Scoffner dots. Pour vous noter, c'est trop compliqué, gars. Allez, ok. Ouais. Super. Donc, associé à une taille, une forme du globule rouge, vous pouvez observer des granulations à l'intérieur de ce cytoplasme-là. Oui. L'absence avec la présence d'un parasite peut vous orienter à une espèce. Ok, donc ça veut dire que vous regardez, vous êtes dans votre champ microscopique, vous avez observé, vous constatez que les globules rouges sont parasités. C'est-à-dire qu'il y a un stade de développement de parasite à l'intérieur. Vous voyez. Maintenant, vous pouvez constater que pour la plupart, vous n'avez vu aucune granulation à l'intérieur. Vous voyez. Ça peut vous orienter à une espèce. Oui. C'est-à-dire que vous avez lu peut-être même 20 champs et tous les globules rouges parasités que vous avez observés n'avaient pas de granulation à l'intérieur. Ils peuvent penser à quelle espèce? S'il n'y a pas de granulation. Oui, ils peuvent il peut bien penser à quelle espèce. On va dire c'est présomptif, hein. On n'a pas dit que c'est. C'est-à-dire que quand vous voyez déjà comme ça, associé aux autres critères, vous pourrez déjà conclure quelque part. Bon, en termes de granulation, s'il n'y a pas de granulation et c'est le seul critère que j'ai, c'est que je vais penser à PM. Super. Mais ça, c'est si c'est le seul critère, parce que là... Et comme ça n'est jamais le seul critère. Ok, super. D'accord. Maintenant, vous avez compris les granulations. On va donc aller maintenant au stade de développement du paludisme. Autant pour moi, au stade de développement de l'espèce plasmodiale, de plasmodie, dans le globule rouge. Ok, les amis? C'est à ça qu'on va maintenant, on va entrer en profondeur à ce niveau-là. Okay? J'espère que vous êtes déjà capable d'identifier un stade de développement de plasmodie
s'agissant du plasmodium. Ok? Est-ce que tu vas nous rappeler, tu as déjà rappelé ces stades-là d'abord, avant qu'on ne commence à les décrire. Ok, n'est-ce pas? Oui, il faut le rappeler. Mais avant, on a combien? Les amis, nous prolongeons la séance avec un autre critère d'identification, toujours dans le frottis sanguin, qui est le stade de développement de l'espèce dans le globule rouge. Alors, il dirait, à ce niveau-là. Ok. Bon, que ce soit dans la goutte épaisse ou bien dans le frottis, ce qu'on recherche. Donc, parce que à chaque fois on dit, on veut voir, on fait la goutte épaisse, on veut voir si la personne est paludisme ou pas. Qu'est-ce qu'on recherche réellement? On recherche ces différents stades de développement. Et ces différents stades de développement, il y en a 4. Il y a le stade d'anneau. Donc, je crois que beaucoup d'entre vous connaissez ça. Point, virgule, point, virgule, point, virgule. Ça, c'est le stade anneau. Donc, il y a la chromatine et il y a le cytoplasme. Ouais. Et après cela, il y a le trophozoïde mature. Parce que même l'anneau, beaucoup de personnes l'appellent trophozoïde. Ça peut être un le trophozoïde immature. Donc, il y a le trophozoïde mature, où les colorations sont beaucoup plus vives, c'est beaucoup plus épais, beaucoup plus. Et après le trophozoïde, il y a les schizontes. Ouais. Il y a les schizontes. Et il y a aussi les gamétocytes. Que beaucoup sont incapables d'identifier. Bon. Et il dit que les gars derrière qu'il y avait schizone. Oui. Donc, schizone, gamétocyte, trophozoïde. Oui. Ça, c'est les stades qu'on peut observer dans le globule rouge. Ok, super. Maintenant, comment donc on va opter pour leur présenter ces stades-là? On va orienter du stade à un stade à l'espèce. Je pense comment? Un stade à l'espèce et ensuite l'autre, et ainsi de suite. Là, d'abord les trophozoïdes. Est-ce que le trophozoïde de un globule rouge, a priori, peut déjà nous orienter pour nous aider avec les critères de forme et de taille? Oui. Critères de forme, taille, granulation. Oui, ça c'est l'élément qui vient sceller notre identification. Ah, les gars, notez, voilà encore un élément phare. Parce que depuis tout à l'heure, on ne fait que parler du globule rouge. On n'a pas parlé de ce qu'on recherche réellement qui le parle. En fait. Oui. Donc, on ne parlait que des manifestations de la présence du parasite. Du parasite. Donc, on parlait du globule rouge parasité et non du parasite. Oui, tout à fait. Donc, déjà avec les caractéristiques du globule rouge, quand on identifie le parasite, ça nous aide vraiment de cibler et de savoir quelle espèce c'est. Ouais. Vous comprenez ça, les gars? Donc, le critère, la présence du parasite dans le globule rouge, vraiment, c'est un critère, c'est même le plus important. Parce que, si vous regardez, si vous constatez, avant, on a même commencé par là, mais du moins, on a regardé ça pour la fin, parce que s'il n'y a même pas... S'il n'y a pas de parasite, s'il n'y a pas de parasite, mon frère, il y a bien raison. On s'en fout de ce que tu vas trouver à l'intérieur, ça peut être autre chose. Même si tu vas les hématoïdes, ne pas avoir un frottis, tu vas les hématoïdes crénelés partout, les échinocytes, tu dis... Mais alors, on va aborder ça dans l'aspect critique d'orientation. Si dans la goutte épaisse, vous avez vu peut-être déjà le trophozoïde, vous arrivez dans le frottis, vous n'observez aucun globule rouge parasité. Vous pouvez éventuellement vous attarder sur les types d'anomalies de globules rouges que vous allez observer à l'intérieur. Ça peut peut-être apaiser votre conscience, parce qu'on sait bien que la densité parasitaire joue aussi sur la chance d'observer le parasite dans le frottis, les gars. Ok, je te double directement. Oui, tu as dit que depuis que je tire le frottis, je n'ai pas encore vu le démassis parasité, n'est-ce pas? Nous, on a un contexte où c'est chaud. On nous loupe pas. Ok, on nous loupe pas. Donc, on commence par quel stade? On fait d'un point plus global. Je me disais qu'on pouvait faire le trophozoïde. Est-ce que le trophozoïde dans PF, le trophozoïde de PO, le trophozoïde de PM ou bien PV, est-ce que
la présence, c'est-à-dire que sa répartition dans le globule rouge, ou alors son nombre, ou alors le modèle ou le type de trophozoïde qu'on peut voir peut nous orienter. Oui. Allons-y dans les trophozoïdes d'abord. Ok, pour les trophozoïdes, bon, si je prends le cas de... Bon, d'abord, le trophozoïde, ça s'identifie par la chromatine et le cytoplasme. Ouais. Et avec une coloration de GEMSA, Lina, s'il te plaît, non, ne me fais pas ça. C'est comment? Hey. Tu vas accélérer? Accélère vite. Pitié, accélère. C'est les gens, accélère. Ok, les amis, on va suivre avec le stade de développement. Allons-y, je pense qu'on a déjà commencé ça. Allons-y, on disait tantôt qu'un petit rappel là, parce que là, tout ce qu'il y a. Bon, je disais tantôt qu'il y a, bon, dans la goutte épaisse ou bien dans le frottis, nous travaillons précisément dans le frottis mince. Dans le frottis mince, il y a plusieurs stades de développement que nous pouvons identifier. Il y a le trophozoïde, qui sont immatures, matures. Il y a le schizome et les gamétocytes. Ouais, c'est donc, le tropho d'abord. En ce qui concerne le tropho, là, je vais commencer par PF. Avec PF a des trophos très petits, dont la chromatine est fine et le cytoplasme aussi. Et ici, on peut identifier également des multiples infections. Donc, il y a une cellule qui est parasitée par plusieurs parasites. Ouais. Oui. Qui est infectée par plusieurs parasites. Oui. Et ça, c'est aussi un critère qu'on peut identifier chez PV. C'est ça. Et donc, il n'y a pas beaucoup à dire sur PF. Il y a les formes point virgule, il y a les formes casque. Et quand on dit la chromatine, on parle ici du noyau. Le noyau du stade de développement de ce paradis en question. On est là sur le profil du trophozoïde, ok? Et il est coloré en rouge. Oui, un noyau rouge et un cytoplasme bleu. Et l'intensité bleu violet, bleu pâle, cette intensité va dépendre de la qualité de la coloration. Parce que tu fais une coloration merdique, interprétation du loss. Je suis désolé pour la qualité, mais on continue. Ok. Bon, nous étions sur les trophozoïdes et en ce qui concerne, nous allons passer à PM. Avec PM, le trophozoïde est aussi petit, la chromatine est petite, le cytoplasme également est fin. Mais pour des stades beaucoup plus avancés, parfois on peut observer une pigmentation jaune, bien foncée. Et ça va aussi dépendre, comme il le disait, de la coloration. Donc ça, c'est un élément qui peut aussi nous diriger sur comment choisir l'espèce. Et à part cela, il y a les trophos beaucoup plus matures. Donc avec les trophos matures, chez PM, il y a des trophos qui vont prendre la forme d'une bande équatoriale. Donc ça passe à travers l'équateur de la cellule. Regardez les images illustratives. Donc cette bande-là, c'est un critère très important pour PM. Ouais, la bande là. La bande équatoriale. C'est fort. Vous avez ça associé aux autres, ou pas même. Vous avez le diagnostic. Et à part cette bande, il y a également des formes il y a des formes basket. Panier, voilà. Il y a des formes panier. Donc ça ressemble parfois, il y a d'autres personnes qui peuvent prendre ça comme un gamétocyte de P facilement. Mais ça ressort un peu comme ça, un peu comme la lune. Donc c'est un peu comme un panier, quoi. Regardez les images, vous allez voir. Voilà, il y a la forme panier, il y a également la forme tire-bouchon. Bon, avec les images, c'est carrément un tire-bouchon, regarde. Vous allez voir. Et ouais, je crois que c'est tout ce qu'on peut dire sur le PM en ce qui concerne les trophozoïdes. Bon. Et nous allons passer à PO. En ce qui concerne le PO, les trophos de PO sont généralement épais. Épais, pardon. Ils sont généralement épais. Donc nous avons une chromatine épaisse et un cytoplasme épais. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'observe pas trop chez les autres. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on observe chez PO et chez PV. Donc depuis là, vous voyez que PM, PF partent un peu en couple là. Oui, et PO, PV de l'autre côté. Donc même chez PV, on va avoir des chromatines épaisses et des cytoplasmes beaucoup plus épais. Et maintenant, la distinction ici, c'est que PV va avoir des cytoplasmes fragmentés. Donc le cytoplasme ne va pas toujours être très joli, très ordonné là.
Ouais. Donc, il y a les fragmentations. On peut avoir le point jaune et beaucoup de points bleus un peu bizarres là. Donc là, on va parler de la fragmentation du cytoplasme. Et ça, c'est dans le cas de PV. Ouais. Voilà. Et il faut noter que même chez PV, on peut avoir des cellules qui sont infectées par plusieurs parasites. Ouais. Et parfois même chez PO. Donc, ouais. Ça peut aussi, niveau trop faux. Oui, mais là, on va devoir associer avec d'autres paramètres qu'on a déjà eu. Vous voyez donc que il faut, à l'exception des critères phares déjà cités ici, vous devez toujours regarder les autres critères avant de donner une certitude. Ouais. Donc, et l'autre stade, on prend quel stade? Pour être au fond, on peut s'arrêter sur cette séance, non? Oui, pour être au fond, ça va. Maintenant, on peut s'arrêter au schizonte. Pas le schizonte. Encore que, on espère que vous pouvez identifier le schizonte. On espère. Si vous avez des difficultés à observer, parce qu'il y a l'observation, vous avez vu, maintenant, après avoir vu, il faut identifier. Parce que voir, ça ne veut pas dire que vous avez identifié que bon, c'est ceci. Vous pouvez dire que l'identification provisoire, vous pouvez dire que c'est un plasmodium. Oui, c'est pas mal déjà. Mais il faut dans l'espèce, ok? Il faut spécifier son identification. Donc, si vous avez des difficultés pour déjà même identifier même la présence d'un schizome, la présence d'un trophozoïde ou un gamétocyte, encore plus jeune ou là, mettez en commentaire, vous voyez. Si la planche ne vous aide pas déjà, les planches là, on va peut-être éventuellement faire des capsules. Ok? Oui. Donc, on passe au schizome. Michael, il y a un truc que je voudrais ajouter sur le tropho des PF. Oui. La PF a également cette forme, on appelle une forme dont le tropho se trouve sur la paroi même du globule rouge. Ouais. Périphérique. Des formes marginales. Voilà. Donc, c'est juste ça que je vais ajouter. C'est un critère quand même. À ne pas prendre à la légère. Voilà. Un critère de PF. Vous ne devez pas prendre ça à la légère. Voilà. On passe au schizonte. Ok. En ce qui concerne le schizonte, d'abord, c'est fait des mérozoïdes. Il y a plusieurs mérozoïdes dans le globule. Et pour pouvoir distinguer entre ces différentes espèces, il faut se baser sur la quantité, ou bien le nombre de mérozoïdes. Notez les gars, il faut noter. Nombre de mérozoïdes. Déjà pour PF a beaucoup de mérozoïdes. Donc on peut avoir même 12 mérozoïdes dans une seule cellule. Et qui ne sont pas très structurés, donc ils ne sont pas organisés d'une forme particulière. Donc, organisés d'une forme aléatoire. Je ne sais pas si organisé et aléatoire peuvent aller dans la même phrase, mais bon. Organisé et aléatoire. Bon. Voilà. Quel jeu peut être organisé? Mais de manière aléatoire. Non. Aléatoire, c'est un peu comme si, donc, on peut pas, c'est pas défini de façon précise. Ça ne veut pas dire que tu vas voir ça, ça serait toujours comme ça, dans l'alignement. Oui. Ouais. Et maintenant, pour ces mérozoïdes-là, on va d'abord commencer par le nombre, qui sont nombreux. Et c'est également une caractéristique qu'on observe chez PV. Mais là, ce qui va nous renseigner, c'est notamment les granulations. Ouais. La largeur de la cellule, tout ça. Mais il faut garder en tête que PV et PF sont généralement, il y a beaucoup de mérozoïdes dans la cellule. Du schizonte, voilà. Ouais. Et en ce qui concerne le PM, PM a une particularité ici parce que PM a généralement peu de mérozoïdes. Là, ça devient intéressant. Voilà. Peu de mérozoïdes. Et ces mérozoïdes forment ce qu'on appelle en anglais des rosettes. Donc, ça a une forme de fleur. C'est très joli. Ça veut dire, ça a un emplacement, c'est comme si c'était des pétales. Ouais. Donc, c'est bien structuré, ce qui n'est pas le cas des PF et des autres. Ok, vous voyez donc une particularité. Donc, pour PM ici, on doit noter l'organisation et le nombre. Voilà. Et en ce qui concerne PM, PM a également beaucoup de mérozoïdes, mais peu comparé à PF et à PV. Ouais. Mais plus comparé à PM. Et ici, vu qu'on ne peut pas utiliser ça comme notre critère principal, il faut toujours rentrer. Regardez les autres critères. Il faut associer tout ça. Oui. Ouais. Et les gamétos. Les gamétos que c'est. Oui. En ce qui concerne les gamétos, on commence par PF. Je suis sûre que beaucoup de personnes connaissent les gamétos PF.
On dit toujours Entre forme guillemets. banane. Ouais. Alors, il y a cette forme-là qui prend c'est la forme de banane. Et ça, c'est un élément clé dans l'identification de PF. Voilà. Donc, dès que je tombe sur mon frottis, je vois ça. C'était bon, hein. Bon, c'était pas bon. On doit encore rechercher pour voir s'il y a des cas de co-infection. Oui. Il peut avoir des co-infections. Mais avec cette forme de banane du gamétocyte, tel que vous allez voir sur les images illustratives à l'écran là, vous ne doutez pas. Vous ne doutez pas. Là, si après vous dites que ce n'est pas PF, c'est que vous avez un problème. Ok? Et arrêtez de dire juste que, ok, trophozoïde, ciel étoilé, non. Mettez là-bas, présence de Plasmodium falciparum avec telle densité base, telle densité. Voilà. Ok? Et même que déjà avec les ciels étoilés, on peut toujours avoir d'autres espèces. Ouais. Dans le ciel étoilé de PF, on peut avoir un PM qui se cache quelque part, ou bien un PO qui se cache quelque part. Surtout que les espèces non falciparum ils sont généralement asymptomatiques, ou bien ils ne présentent pas des symptômes vraiment flagrants, ou bien. Ce qui fait que généralement on ne les identifie pas facilement. Évidemment, ouais. Et aussi avec les bandelettes, les TDR par exemple. Voilà, pour les tests rapides, on va facilement voir PF. Mais pas vraiment les autres. Ce qui fait que avec leur identification, il faut être beaucoup plus précis. Il faut être très méticuleux là-dessus. Ouais. Donc, avec la notion de ciel étoilé là, on peut avoir ciel étoilé, mais on a également ces espèces là qui ne se montrent pas très souvent, qui peuvent être cachées. Voilà. Donc ça, c'est cette forme de gamétocyte là. Vous ne doutez pas. On a une forte orientation vers le plasmodium falciparum. Il y en a qui les autres espèces. Bon, toujours pour falciparum d'abord, ce n'est pas la seule forme qu'on peut avoir. C'est juste que c'est la forme la plus facile à identifier, je trouve. Ouais. On peut aussi avoir des formes rondes. Oui. Une forme ronde. Il y a même des formes qui ne ressemblent pas à des bananes, elles ne sont pas rondes. Ouais. Mais je crois qu'il va quand même mettre ça à l'écran pour que vous puissiez observer. Toutes les diversités de formes, vous regardez à l'écran là. Bah, chaque espèce, nous allons présenter à l'écran, vous observez, puis vous notez les gars. Voilà. C'est bon pour PF. Voilà, c'est bon pour PF. Et en ce qui concerne PM, avec PM, le gamétocyte, voilà, la différence peut-être avec PF, on a vu que c'était un gamétocyte allongé en forme de banane. Mais ici, les gamétocytes sont plutôt rondes. Oui. Dans les rondes, légèrement ovales. Et ici, il y a toujours ce petit jaune là qui revient, qui peut nous aider. Et l'élément phare ici, c'est qu'il n'y a pas de granule, il n'y a pas de granulation. Donc, on peut observer. C'est pas grave. Bon, je disais pour PM, ce sont des formes rondes. Et il n'y a pas vraiment grand chose à dire ici. Bon, d'après moi. Et il n'y a pas également de granulation. Il va falloir associer ça avec la taille, tout ça, tout le blablabla qu'on a eu. On espère que vous notez. Vraiment, si vous avez des difficultés à identifier, mettez en commentaire. Okay. Bon, en ce qui concerne PO, comme on l'a dit, PO marche avec PV. Donc, oui, ils se ressemblent. C'est juste que là, on va regarder sur l'aspect des granulations, la taille du parasite, pas du parasite, du globule rouge. Et aussi, je dis quoi? Cette forme souvent un peu trop ovale, c'est PO. Oui, PO. Son gaméto n'est pas souvent, il prend tout la cellule. Voilà, c'est ça, c'est le point que je cherchais. Voilà. Non, c'est ça, ouais. Donc, il faut cette précision-là sur le PO et PV aussi. Ouais. Pour PV, il ne prend pas jamais tout. Et ils peuvent potentiellement prendre toute la cellule. Comme vous allez voir ces images illustratives là. Et enfin, on va chuter sur la pigmentation. Donc, on a gardé ça à la fin parce qu'ici, on a parlé de pigmentation du globule rouge. Or, cette pigmentation-là ne va pas trop être prisée. On va pas trop prendre ça comme critère phare, déjà.
Et si vous avez bien compris, on a parlé de pigmentation jaune au niveau du stade de développement. C'est PM, non? On peut voir. C'est PM. On peut voir cette pigmentation jaune-là. Ça, c'est si et seulement si la coloration était bien effectuée. Vous avez bien fait votre coloration. Ça dit quoi? Vous avez respecté la dilution, l'eau que vous utilisez. C'est l'eau du robinet ou c'est l'eau distillée? Maintenant, c'est quel type? C'est distillé stérile. Bon, normalement, l'eau distillée doit être stérile à la base. Ok? Dépendamment du principe que vous utilisez pour stériliser. Et comment vous collectez ça? C'est déminéralisé ou pas? Le pH est contrôlé ou pas? C'est une solution de tampon, tout ça vraiment dans nos contextes. Est-ce qu'on les respecte? Si vous ne voyez jamais la personne, vraiment, ne vous inquiétez pas. Et ce n'est pas dans tous les cas aussi. C'est pas dans tous les cas, ok? Et aussi, au niveau de... Il y a un stade là que je voulais que tu en parles. Je crois que c'est ovale. Le gamétocyte. Quand on regarde le cytoplasme, quand elle n'a pas pris tout, ou même, c'est quel stade là qui occupe tout? Qui occupe tout? Oui, c'est ovale parce que le globule rouge aura une forme ovale. On aura une pigmentation rose-orangée qui va dominer dans le globule rouge. Tu vois? Oui, ou rouge, je sais pas. Rose-orangé, si tu ne te souviens pas, va dans l'ovale. Tu ne vois pas le stade que j'avais décrit. Je vais essayer d'afficher ça avec un petit peu. C'est ce qu'on a vu autour. Je ne sais pas si tu as... Ouvre un peu ton téléphone là. Ouvre-moi ça. On va aller, je vais... Les clichés qu'on a pris pour nous de conférence. Bon, là, ici, ok. Là, elle est légère. Elle est légère. Mais il y a quand même un changement. Sur cette image-ci, il y a un changement par rapport aux autres globules. Vous regardez bien. Vous allez référer à l'image sur l'écran, ok? Observez bien la pigmentation là, celle qui est à l'écran. Vous observez bien ça. Et on va vous montrer un autre globule rouge où cette coloration du cytoplasme du globule rouge va changer. Vous voyez? C'est d'où le thème de pigmentation que vous ne devez pas prendre comme critère phare. Mais vous devez prêter attention. Vas-y, regarde-moi l'autre là. La forme, il a complètement... Regarde-moi. Ça, vous voyez? C'est rouge, quoi. Alors, les granules dedans. Ok, regardez celle-ci à l'écran. Il y a une autre là. Voilà, voici ça. Regardez celle-ci. Ça, c'est carrément. Ah, ça, c'est même le. Regarde. Ça, c'est carrément un gaméto, en fait. Voilà. Vous allez regarder les deux images illustratives là. Vous pouvez prêter attention. Vous ne devez pas voir ça et penser que c'est juste un globule rouge comme ça, qui est, ou bien, que ça s'est écrasé comme ça. Ou même qui ne connaît pas peut-être. Si vous voyez cette structure, appelez un mentor, que vous avez vu quelque chose. Parce que tu peux être en train de lire, et puis tu passes. Tu dis que bon, ça peut être rien. Ok, faites attention à ça, les formes que j'ai mis là. Ok. La seconde là, c'est un gamétocyte. Ok. Voilà. L'ovale, non. Et celui-ci. Ok. Par exemple, celui-ci, c'est la même chose. Avec celui-ci aussi. Non. On a dit la même chose. En raison de sa position. En raison de la zone où vous êtes en train de lire. Faites attention. N'allez pas à la zone. Les franges du frottis là. Les franges du frottis. Encore qu'on espère que le frottis, c'est un bon frottis. Au niveau des franges là, si vous partez à des franges où les globules rouges n'ont pas été bien répartis, les anomalies là-bas ne doivent pas comment rester. C'est pas toujours ça. Allez également aussi dans de bonnes zones. Okay. Voilà. Mais en partie, c'est pas toujours ça. On n'est pas animateur ici, on va dire qu'il faut un champ d'études. Les globules sont comme ça et tout. Donc, on va arrêter sur la capsule. C'est bon, on a touché tout. La goutte épaisse, ça c'est la frottis. Vraiment, vous allez mettre en commentaire, est-ce qu'on va continuer avec la goutte épaisse? Non, pas qu'à vous aujourd'hui. Pour la goutte épaisse,
ce n'est pas l'élément de référence pour l'identification d'une espèce plasmodiale. Mais vous pouvez associer à ce que vous pouvez observer dans la boue d'épaisse. Vous pouvez également venir mélanger ça dans le frottis, vu que parfois, c'est pas dans tous les cas où vous allez voir les hématies parasiter dans le frottis. Si on ne voit pas les hématies parasiter dans le frottis, on fait comment? Si on ne voit pas. Si on ne voit pas. Bon, si on ne trouve pas les parasites, les hématies parasitées, donc il faut vraiment s'accrocher sur la GE. On a reçu la boue d'épaisse. Parce que sur la GE, déjà, on peut quand même voir, est-ce que c'était quand même épais, est-ce que, et surtout qu'il y a ce qu'on appelle ghosting, qui est un critère qu'on retrouve généralement chez P.O. Valley, où il y a quand même un fantôme de la cellule qui entoure toujours le parasite, même dans la GE. Donc, il est bien vrai, il n'y a pas la cellule qui nous montre peut-être la grosseur, tout ça, mais il y a le fantôme qui nous montre quand même le outline de la cellule. Donc, ça peut également nous aider. Et il y a encore quoi? L'épaisseur du cytoplasme. L'épaisseur du cytoplasme et la chromatine du noyau là. Si on peut dire ainsi. Oui. Mais jusque-là, il faut garder en tête que la GE, c'est pour rechercher la quantité et l'autre, c'est la qualité. Oui. Pour faire la densité parasitaire. Ok? De la GE, on a une densité parasitaire. Dans le frottis, qu'est-ce qu'on a? Mets là-bas en commentaire avant que je te dise. Mets en commentaire, mon frère. On a quoi? J'espère que tu vas trouver. Dans le frottis, tu vas d'abord déterminer le pourcentage d'hématies parasitées. Ok? Bravo si tu as trouvé. Tu as raté, c'est pas grave. Hein? Ok, c'est pas grave. Donc, on détermine le pourcentage d'hématies parasitées et ensuite, on va, à partir de ce pourcentage d'hématies parasitées, on détermine la densité parasitaire à partir du frottis. Nous avons fait une formation magistrale sur le calcul de la densité parasitaire dans le frottis et dans la boue d'épaisse avec des illustrations et des exemples. Ok? Si tu n'as pas regardé la formation, parce que ça c'est une série, c'est la suite de la formation qui continue ainsi. Donc si tu n'as pas regardé, tu n'as pas appris comment on identifie ces gars-là, ces stades de développement. Tu vas encore te perdre ici gravement. Mais si tu es arrivé jusqu'ici, non, c'est que tu as forcément suivi ça. Ok? C'est super. Bravo à toi si tu es arrivé jusqu'ici. Ok? Donc, également, tu vas me dire que si je n'ai pas le frottis, si je n'ai pas des hématies parasitaires dans le frottis, comment je fais pour connaître le pourcentage d'hématies parasitées? Quel clinicien cherche à connaître le pourcentage d'hématies parasitées? Mais pas le pire, même on est dans un contexte où il ne demande pas le pourcentage d'hématies parasitées. Il demande juste la densité parasitaire. Je trouve même on recherche ça quand il y a trop de parasites dans la GE. Ouais. Donc il y a tellement de parasites qu'on n'arrive pas vraiment à compter. C'est là où on part dans le frottis mince, où il y a quand même... Ouais. Parce qu'il faut noter que dans la GE, c'est concentré, une concentration de cellules. Donc ce qui facilite l'identification d'un parasite. Comparé au frottis mince, où la densité n'est plus ça. Donc, et la densité également dépend ça dépend à quel niveau on se trouve sur le frottis. Parce que la langue n'est pas pareille que la base. La base, ouais. Voilà. Donc, plus ton petit se repartit. Plus les hématies se séparent et ça nous permet de mieux visualiser. Les amis, ce que vous devez également comprendre, quand on vous parle de densité parasitaire, dans la boue épaisse, et puis pourcentage d'hématies dans le frottis sanguin, ça doit vous interpeller. Parce qu'en temps normal, il y a des formules. Hein. Ne vous inquiétez pas, il y a des formules. Et ça a été vu dans la formation. Donc quand nous parlons de ça ici, normalement, ça ne doit pas t'inquiéter. Mais maintenant, si tu es dans un contexte où les cliniciens sont avancés, ils vont forcément te demander, aide-moi, tu me donnes le pourcentage de masse parasitaire. Parce que c'est à partir de ça qu'on calcule quoi. Imaginez un peu. À quoi doit servir le pourcentage d'hémacité, le pourcentage d'hémacite parasitaire une fois déterminé? À quoi ça sert? Mais d'abord commentaire.
Je vais un peu t'aider. Quand on parle d'infants de santé, je vais dire des formations sanitaires, des dispensaires à la base de la pyramide, là, à la base. On fait le TDR, TDR positif. On engage le traitement sur la base de quoi? Il fait peut-être TDR. C'est quel type de TDR? Regardez les images illustratives. Il y a les TDR qui ne détectent que PF. D'autres qui détectent PF et potentiellement des protéines spécifiques aux autres espèces également. On dira que le TDR peut vous dire qu'il y a potentiellement une espèce ou alors deux espèces. Mais maintenant, est-ce qu'on marque ça dans ton carnet? On ne sait pas. Maintenant, le traitement que tu reçois là, c'est basé sur quoi? On va prendre ton poids. On va dire, ok, c'est positif. Et puis, on va te donner un traitement. On va faire une association. Je pense que tu vas dire quelque chose par rapport à ça forcément. Ok? Vous voyez donc que le pourcentage des massifs parasités aide également à la détermination du dosage d'antipaludien qu'on doit vous administrer. Est-ce que tu as trouvé? Regarde encore. L'objectif du traitement, c'est quoi? C'est d'aller détruire les globules rouges. En fait, ça va casser ça, si je me trompe. Ça va détruire tous les globules rouges parasités là. Vous imaginez? Donc, imaginez maintenant qu'on ne connaît pas le pourcentage des massifs parasités. On te donne le dosage adulte. Hein? Après, quand on finit le traitement, 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, dans le centre, l'enfant est maintenant comme ça. On dit que, mais comment est-ce qu'on traite l'enfant? C'est ça, non? On a traité le palu. Mais pourquoi l'enfant est maintenant KO? Du fait que, soit on n'a même pas déterminé la densité parasitaire, et de cette densité parasitaire, on n'a pas déterminé également le pourcentage des mastites parasitaires au cas où le frottis n'a pas permis à ce qu'on ait ce pourcentage. On dose comme ça. Conclusion, on détruit. On fait une destruction qui dépasse le seuil. Vous voyez? Ce qui justifie l'anémie qui peut s'amplifier. Et on va voir des cliniciens. Il va venir, il va dire, mais mon frère, l'enfant était à 10 grammes quand on commence au traitement. Comment l'enfant se retrouve à 8 grammes? Comment l'enfant se retrouve à 7 grammes? Ou alors vous arrivez à 7 grammes et on se retrouve à 5 grammes. On va se retrouver à 4 grammes. Et on va dire que, ouais, quand on traite le palu, ça détruit encore les hématocytes. C'est quelque chose qui est vrai. Mais, si on dose mal, ça va détruire plus que ce que ça devait détruire. Conclusion, on va te transfuser gratuitement. Donc, formez-vous, s'il vous plaît. Tu vois un peu l'approche. Or, elle fait dans l'aéroport, quand on part, la plupart, c'est comme si cette routine est partie. On donne juste ça dans ces parasites. Rares sont ceux qui donnent le pourcentage de ces parasites. À l'espérance que le clinicien va rattraper. Encore, est-ce qu'il va rattraper? On ne sait pas. Donc, les anémies, est-ce que c'est toujours parce que le traitement ou alors le traitement est trop dosé? Mais force est de constater que vous allez à l'hôpital tous les jours et puis on se retrouve avec un enfant et une anémie. Donc, si on vient clôturer avec notre goutte d'épaisse, la goutte d'épaisse n'est pas utilisée pour l'identification de l'espèce, mais ça peut orienter. Si vous observez dans votre goutte d'épaisse, des petits trophons, c'est-à-dire des petits noyaux, n'est-ce pas, rouges, avec une chromatine fine, des petits noyaux non épais, avec des cytoplasmes fins, un peu de partout là. Ça peut vous orienter plus tard avec d'autres critères. Et que dans le frottis, tu peux observer des gamétocytes en forme de banane. Tu peux penser à quoi? On pense à quoi? On pense à PF, ok? Donc, éventuellement, on va faire des exercices pratiques. N'est-ce pas? Toujours en est-il que vous devez prendre tous ces critères pour l'orientation. Pourquoi est-ce qu'on utilise la goutte épaisse
comme examen de référence pour le diagnostic microscopique du paludisme? Mets en commentaire. On a même de la réponse ici. La goutte épaisse est une technique de concentration. Et en raison de sa technique, elle concentre une certaine quantité de sang, d'où son seuil de sensibilité élevé. Donc vous n'allez jamais utiliser le fossile pour la recherche ou alors pour faire la première approche diagnostique. C'est toujours votre goutte épaisse. Qu'importe le résultat de TDR, la goutte épaisse. Ok. Maintenant, nous allons également faire des formations où on interprète la solution goutte épaisse et TDR. Goutte épaisse positif, TDR négatif, ça veut dire quoi? TDR positif, goutte épaisse négatif, ça veut dire quoi? Ok. Encore que quand vous prenez le traitement, vous arrivez à l'hôpital, vous dites que vous n'avez pas pris le traitement. Mais nous, on sait que vous avez pris le traitement. Ok. Donc, arrêtez un peu de moitié. Ça, c'est pour les parents, là. Ok. Mais c'est vrai que cette vidéo a été assez pour un cadre académique, donc, ne soyez pas des mauvais professionnels. Parce qu'on a des biologistes formés qui sont devenus un peu plus ou moins ignorants, on ne sait pas pourquoi. Ok. Donc, on espère vraiment qu'à travers cette capsule, vous avez pu comprendre la particularité de ces critères que vous devez utiliser. Si au quotidien, vous passez le temps à dire ciel étoilé, il est plus que temps de quitter les ciels étoilés à j'ai affaire à Plasmodium falciparum, malarié, ovalé et tout ça. Ok les amis? Est-ce qu'il y a une espèce qu'on n'a pas parlé ici là? Quelle espèce qu'on n'a pas parlé? Ouais, si tu peux le dire pourquoi on n'a pas parlé. C'est pas vraiment raison, oui. Moi aussi, quand même, dans je ne sais pas trop. Mais est-ce qu'on a ça ici chez nous? Bon, si dans les endroits où il y a des singes, c'est possible. Donc, c'est transmission animal, homme. Et non homme. Donc, ça donne des hétéro-antigènes. Ok, super. Donc, il y a cette espèce-là, on n'a pas parlé, ça sera pas évident. Sauf si vous êtes en zone de, comme on a dit là, hein, et par exemple, l'endroit où vous êtes. Okay. Parce que ce qu'on a fait tout à l'heure, c'était juste des espèces humaines. C'est une espèce humaine. Ok, c'est clair. Donc, à partir de ces critères-là, vous pouvez poser votre diagnostic. Présomptif ou des certitudes. Ok. Vous pouvez avoir une orientation et être de bons professionnels. J'espère vraiment que ça a pu aider. Et très prochainement, nous allons aborder d'autres perspectives s'agissant de l'identification. Dépendamment de comment vous pouvez réagir en bas, n'est-ce pas? Sinon, ça serait pour le moment d'accès payant. Ok les amis? Ça n'est pas gratuit. Si vous réagissez en commentaire, on va continuer avec la suite de la série. Mais je pense qu'avec ça, vous avez toutes les bases. Ok? Avec ça, je ne vois pas comment vous ne serez pas des professionnels compétents. Si vous vivez en contexte endémique où sévit le paludisme, comment ne pas être compétent s'agissant du diagnostic microscopique du paludisme? Vu que les tests moléculaires, c'est pas donné à tous les laboratoires. Le jour où les tests moléculaires seront d'actualité, le test moléculaire va venir prendre la référence. Donc, si on a TDR négatif, ou TPS négatif, on peut éventuellement faire un test moléculaire. Pour qu'on arrête un peu avec le paludisme qui est dans le foie. Ok. Parfois, ce n'est même pas dans le foie. Il n'y a même pas le palud. Et vous traitez le palud. Parce que la fièvre, c'est le paludisme. L'enfant tousse, c'est le paludisme. L'enfant chie. Bon, il donne au moins chie. Tout, c'est le palud, n'est-ce pas? Et je ne sais pas pourquoi on n'a pas encore les tests moléculaires. Pourquoi? Mais, en attendant l'arrivée des tests moléculaires, avec ça, vous avez une formation complète. Et on va continuer. Tu dis quoi? Un dernier mot pour finir avec cette histoire. Bon, déjà, le paludisme est une maladie très, très, très sérieuse. Non?
Et... Allez, on commence. Oui. Bon, pour clôturer, je dirais que le paludisme est une maladie très, très, très sérieuse. Et nous, en tant que biologistes et techniciens, tout ça, nous devons vraiment aider dans l'identification de cette maladie. Parce que pour chaque cas qui passe inaperçu, ça peut résulter en un cas de mort. Et tout ça. Donc, c'est très important pour nous de pouvoir faire le maximum au niveau de l'identification, au niveau du diagnostic. Et ceci peut aider très grandement dans le contrôle de cette maladie. Et aussi, en identifiant les différentes espèces, on peut renseigner sur comment administrer le traitement, quelle dose, quel traitement même. Parce qu'ici, il est bien vrai, on ne parle pas très souvent du paludisme qui vit dans le foie, qui est une caractéristique de PO et de PV. Mais dans d'autres pays, il y a des médicaments spécifiques pour ça. Par exemple, ici, on utilise des ACT qui sont censés détruire les formes sanguines. Il y a cette forme hépatique. Voilà. Qui a besoin d'un traitement particulier. C'est pour ça que, en identifiant, on peut dire, bon, s'il n'est pas PO, ça veut dire qu'il y a quand même une chance qu'il y ait cette infection au niveau du foie. Est-ce que vous voyez la pertinence là? Et là, ça veut dire qu'il faut tel traitement. Et là, c'était ne détruit pas les hémozoïdes qui sont au niveau du foie. Donc, tout ça, on voit que c'est très important de pouvoir réellement spécifier et de dire que, ok, c'est telle espèce, c'est qui veut renseigner le docteur sur quel traitement donner. Et voilà. Oui. Donc, et je veux mettre un petit point là-dessus. Le traitement qu'on administre au malade obéit également au stade de développement du parasite observé et à l'espèce observée. Donc quand vous êtes incompétent là, ou alors vous allez voir cette formation, vous n'allez pas donner à vos étudiants. Parce que vous savez que le cours que vous donnez... Attends, je vais bien dire. Pourquoi tu dis ça? Non, il faut qu'on soit clair. Non, ça c'est la partie maintenant plus... Non, je fais ma conclusion, tu fais la capsule après. Regarde. Ok, il n'y a pas de souci. Okay. So I had a really great time here. And what I wish you could take back home is that malaria is a very, very, very severe disease. It's something that is taking a lot of lives, like even miscarriages and everything like that. So it's really important for us, lab technicians and whatever, to be able to accurately diagnose this disease, because a good treatment starts with an accurate diagnosis. If you're able to diagnose the specific species or whatsoever, it really helps us in the treatment. What treatment are we going to be giving the person? At what doses? Things like that. And it also helps us to really create programs that will be able to control this malaria and really solve this problem. It's true that you cannot completely eliminate malaria, but I think everyone can do something to it. You at home, you can improve on your prevention measures. I in the lab, I can improve on my diagnosis and everything, so that we can all help to put an end to this and to stay healthy. So I was really grateful to be part of this experiment, to be part of this teaching, and I really hope that you got something interesting from it, and I hope you can put it to good use. Thank you. Ok les amis, on va achever ici, n'est-ce pas? C'est une très belle séance. Et j'espère vraiment que vous avez beaucoup gagné. Okay? Pour ceux qui ne sont pas forcément aptes dans les langues et tout, il y a les traductions automatiques là-bas. Ok les gars. Okay, now that we've come to the end of this course or whatever, I really wish to thank all of you for being there and for tuning in for this course. And what I would like to say is that, or what I would like to leave you with is that malaria is a very important disease. It's a very severe one, which takes lives every day. And it's really important for us to focus on trying to make things very accurate. For example, I in the lab, or you guys in the lab, you have to put your maximum to be able to do an appropriate diagnosis, because a good treatment stems from an appropriate diagnosis. If you're able to accurately diagnose what is there
and accurately treat it, then we can reduce the incidence and reduce the prevalence of these diseases. And everybody has to play his or her own part. Someone at home would have to clean the environment and do everything, but you in the lab, you have to do an accurate diagnosis so that you can really combat these diseases hands in hand. And so I'm really grateful for being here, and I hope that you took away one or two things. And I really hope that we build like a very strong community of really good lab technicians or whatever. And yeah, it was a great time, and I hope to see you next time. Merci Indira, vraiment merci beaucoup pour cette intervention, parce que ça fait vraiment plus d'un an que j'ai essayé de faire cette capsule. Je n'ai pas pu le faire. Je n'ai pas eu le temps. L'assemblage des notions, c'était pas évident. Donc, ton intervention ça a permis en sorte que je puisse donner ce qu'ils ont demandé pour ceux qui sont vraiment intéressés. Donc, les gars, merci pour toujours être là, les gars. Vous êtes toujours là. Vous avez mis des cœurs depuis tout le temps, depuis le commencement, depuis cette première vidéo-là. J'ai du mal à me regarder dans cette vidéo, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez cru, les gars. Vous êtes abonnés, et vous avez dit, ok, Mike, vas-y, mon frère. Et puis, je ne cesse de partager avec vous mon quotidien. Et je vous promets du lourd. Il y a vraiment du lourd. Et beaucoup parmi vous ont demandé des conseils vraiment pratiques et réels sur le terrain. Donc, pour ce faire, nous allons axer maintenant sur des conseils santé associés à l'aspect technique également. Pourquoi pas? Ok? Pour que vous puissiez toujours être davantage connecté, éveillé sur votre santé. C'est important. Donc, des descentes de terrain, ça arrive. Avec Madame Cécile, que vous connaissez bien, Madame Cécile, ok? Madame Cécile, sur le terrain, on a eu à faire beaucoup de choses. Vous êtes habitué à elle, donc il y a du lourd qui se prépare, ne doutez pas. Avec Madame Fernande également, on va faire de l'accompagnement. Vous là qui stressez avec des maladies chroniques, si vous avez le VIH par exemple, c'est pas une fatalité, vous pouvez vivre. Pourquoi pas? Le VIH c'est rien, c'est juste c'est rien, ok, c'est rien, vous pouvez en vivre, bien vous stresser. Et avec tant d'autres collaborateurs, vous connaissez bien, tout ça c'est OARI les gars, tout ça c'est la famille. Donc, on vous promet encore du lourd et encore du lourd. Donc, très prochainement, nous aurons d'autres capsules toujours plus percutantes et encore plus profondes. Nous avons ainsi achevé avec, on va dire, la première série de formations pour le diagnostic microscopique du paludisme. Très prochainement, nous en parlerons davantage du diagnostic moléculaire, comment ça marche par exemple. Ok? Ça vous intéresse par exemple? Mettez en commentaire. Okay? Vous pouvez également parler, commenter le traitement. On peut en parler. Vous allez peut-être par exemple comprendre pourquoi on vous a traité aujourd'hui après vous avez des rechutes. Vous voyez. Donc, vous devez être des professionnels bien formés. Si vous êtes bien formés, vous allez donner de bons résultats. Et avec de bons résultats, on a un bon traitement. Donc, quand vous sortez le résultat, vous devez donner aux cliniciens l'espèce que vous avez observé. Le stade de développement est quoi? Et la densité de ce stade-là du parasite. C'est important. Elle a si bien dit. Le traitement obéit au stade qu'on va observer et à l'espèce. En raison de la présence d'une espèce, il faut faire tel type de traitement. Vous comprenez pourquoi on parle de traitement? On a 48 heures, 24 heures, 72 heures, avec un relais. Avec un relais. Ok? Donc, merci encore d'avoir regardé et à très bientôt pour une prochaine perspective.